J'imagine que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi l'orateur devant nous est si vieux. La réponse est évidente, parce qu'il n'est pas encore mort. Et pourquoi cet orateur a-t-il été choisi? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. J'aime à penser que le département de développement n'y est pour rien. Quelles qu'en soient les raisons, je pense qu'il est très approprié que je sois ici, car je vois un groupe de visages à l'arrière qui ne portent pas de toge, et je sais, ayant éduqué une multitude de descendants, que ceux-ci méritent une grande part des honneurs qui sont attribués aux personnes ici devant. Le sacrifice, la sagesse et le transfert de valeur d'une génération à l'autre ne peuvent jamais être sous-estimés. Cela m'a procuré un immense plaisir en regardant cette mer de visages asiatiques à ma gauche. Toute ma vie, j'ai admiré Confucius. J'aime l'idée de la piété filiale, cette notion selon laquelle il existe des valeurs qui sont enseignées et des devoirs qui viennent naturellement, et que tout cela doit être transmis à la génération suivante. Et vous, qui pensez qu'il n'y a rien de valable dans cette idée, notez à quelle vitesse ces visages asiatiques s'élèvent dans la vie américaine. Je pense qu'ils ont quelque chose. Très bien, j'ai griffonné quelques notes, et je vais essayer de vous faire part de certaines idées et attitudes qui ont bien fonctionné pour moi. Je ne prétends pas qu'elles soient parfaites pour tout le monde, même si je pense que beaucoup d'entre elles se rapprochent de valeurs universelles et que plusieurs sont des idées qui ne peuvent pas échouer. Quelles sont les idées fondamentales qui m'ont aidé? Eh bien, heureusement, j'ai compris très tôt que la manière la plus sûre d'obtenir ce que l'on désire est de mériter ce que l'on veut. C'est une idée si simple. C'est en quelque sorte la règle d'or. Vous devez offrir au monde ce que vous achèteriez si vous étiez à l'autre bout. À mon avis, il n'existe pas d'éthique meilleure pour un avocat ou pour quiconque. Dans l'ensemble, les personnes qui ont cette éthique, lorsqu'elles avancent dans la vie, ne gagnent pas seulement de l'argent, des honneurs ou des avantages, elles gagnent le respect et la confiance, mérités des personnes avec lesquelles elles interagissent. Il y a un immense plaisir à obtenir cette confiance méritée, et la manière de l'obtenir est de fournir ce que vous aimeriez acheter si les circonstances étaient inversées. Il arrive parfois de croiser une parfaite crapule qui meurt riche et connue de tous, mais la plupart du temps, ces personnes sont bien comprises par la civilisation environnante. Lorsque la cathédrale est pleine de gens lors de la cérémonie funéraire, la plupart d'entre eux sont là pour célébrer le fait que la personne est morte. Cela me rappelle l'histoire d'un de ces individus décédés, où le prêtre a dit qu'il était temps que quelqu'un dise quelque chose de bien sur le défunt, et personne ne s'est manifesté. Personne n'est venu, encore et encore. Finalement, un homme s'est levé et a dit, « Eh bien, son frère était pire. Ce n'est pas le type d'enterrement que vous souhaitez avoir. Vous laisseriez l'image d'un très mauvais exemple. » La deuxième idée que j'ai acquise très tôt est qu'il n'existe pas d'amour aussi juste que l'amour fondé sur l'admiration. Cet amour devrait inclure les morts instructives. D'une manière ou d'une autre, j'ai eu cette idée et j'ai vécu avec elle toute ma vie. Elle m'a été très très utile. Un amour comme celui-là, célébré par Somerset Maugham dans son livre L'obsession humaine, c'est une maladie de l'amour. C'est une maladie. Et si vous vous retrouvez dans une telle maladie,
Mon conseil est de faire demi-tour et de la guérir. Éliminez-la. Une autre idée que j'ai acquise, et qui vous rappellera peut-être Confucius, est que l'acquisition de la sagesse est un devoir moral. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait uniquement pour progresser dans la vie. L'acquisition de la sagesse est un devoir moral. Et comme corollaire à cette proposition, qui est très importante, ça signifie que vous êtes engagé dans un apprentissage tout au long de votre vie. Sans cet apprentissage continu, vous n'irez pas très loin. Vous ne pourrez pas avancer dans la vie en vous basant uniquement sur ce que vous savez déjà. Vous progresserez en fonction de ce que vous apprendrez après avoir quitté cet endroit. Prenons Berkshire Hathaway, qui est certainement l'une des entreprises les mieux considérées au monde et qui possède peut-être le meilleur bilan d'investissement à long terme de toute l'histoire de la civilisation. La compétence qui a permis à Berkshire de traverser une décennie n'aurait pas suffi à la faire réussir dans la décennie suivante face aux défis à venir. Sans Warren Buffett, véritable machine à apprendre, cet exploit aurait été absolument impossible. Il en va de même dans des sphères de vie moins prestigieuses. Je vois constamment des gens s'élever dans la vie qui n'étaient pas forcément les plus intelligents, parfois même pas les plus assidus, mais qui sont de vraies machines à apprendre. Ils se couchent chaque soir un peu plus sages qu'ils ne l'étaient au réveil. Et quel avantage cela représente, surtout lorsque vous avez un long chemin devant vous. Alfred North Whitehead a dit un jour que l'avancée rapide de la civilisation n'est survenue que lorsque l'homme a inventé la méthode pour inventer. Il faisait bien sûr référence à la croissance énorme du PIB par habitant et à toutes les autres bonnes choses que nous tenons désormais pour acquises, qui ont commencé il y a quelques centaines d'années, alors qu'auparavant, tout était statique. Donc, si la civilisation ne peut progresser qu'en inventant les méthodes d'invention, vous ne pouvez progresser que si vous apprenez les méthodes d'apprentissage. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé à l'école de droit en ayant déjà appris à apprendre. Et rien ne m'a mieux servi dans ma longue vie que cet apprentissage continu. Si vous observez Warren Buffett avec une horloge, je dirais que la moitié de son temps est consacré simplement à rester assis et lire tranquillement. Une grande partie du reste de son temps est passée à discuter en tête-à-tête, soit au téléphone, soit en personne, avec des personnes hautement talentueuses en qui il a confiance et qui lui font confiance. En d'autres termes, cela semble assez académique, tout ce succès matériel. Le monde académique a de nombreuses valeurs merveilleuses. J'ai découvert une de ces valeurs il n'y a pas longtemps. Enfin, c'était il y a plusieurs années, lorsque, en tant que président du conseil d'administration d'un hôpital, je travaillais avec un universitaire d'une école de médecine. Cet homme, après des années de travail acharné, avait acquis plus de connaissances sur la pathologie des tumeurs osseuses que presque n'importe qui au monde. Il souhaitait transmettre ce savoir aux autres, en particulier à ceux qui traitent le cancer des os. Comment a-t-il procédé? Eh bien, il a décidé d'écrire un manuel qui serait très utile aux autres. Je ne pense pas qu'un livre comme celui-ci se vende à 2000 exemplaires, mais ces 2000 exemplaires se trouvent dans tous les grands centres de lutte contre le cancer du monde. Il a pris une année de congé sabbatique et s'est installé devant son ordinateur, ayant sauvegardé, organisé et classé toutes ses diapositives. Il a travaillé 17 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant un an. C'était son sabbat. À la fin de l'année, il avait créé l'un des plus grands manuels de pathologie des tumeurs osseuses au monde. Lorsque vous êtes en présence de valeurs comme celle-là,
vous souhaitez en tirer le maximum. Une autre idée qui m'a été d'une grande utilité a été d'écouter, à l'école de droit, un esprit facétieux dire qu'un esprit juridique est un esprit qui, lorsque deux choses sont entremêlées et interagissent, peut penser de manière responsable à une chose sans se préoccuper de l'autre. Eh bien, je pouvais voir, à partir de cette phrase parfaitement ridicule, que cela m'encourageait à approfondir ma tendance naturelle à apprendre toutes les grandes idées et toutes les grandes disciplines afin de ne pas être un parfait imbécile essayant de réfléchir à un aspect d'une situation qui ne pouvait pas être dissocié de la totalité de celle-ci de manière constructive. Ce que j'ai constaté, c'est que les véritables grandes idées portent 95% du poids. Il n'était donc pas du tout difficile pour moi de saisir toutes les grandes idées de toutes les disciplines et de les intégrer dans mes routines mentales. Une fois que vous avez ces idées, bien sûr, elles ne servent à rien si vous ne les mettez pas en pratique. Si vous ne pratiquez pas, vous les perdez. J'ai donc traversé la vie en pratiquant constamment cette approche multidisciplinaire. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a apporté. Ça a rendu ma vie plus agréable, m'a rendu plus constructif, plus utile aux autres et m'a considérablement enrichi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cette attitude aide vraiment. Il y a cependant des dangers, car ça fonctionne si bien que, si vous l'appliquez, vous vous retrouverez souvent en présence d'un autre expert, peut-être même d'un expert supérieur à vous, et vous en saurez souvent plus que lui sur sa propre spécialité, bien plus. Vous verrez la bonne réponse alors qu'il est à côté de la plaque. C'est une position très dangereuse. Vous pouvez causer d'énormes offenses en ayant raison de manière utile, ce qui peut faire perdre la face à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais trouvé de solution parfaite à ce problème. J'étais un grand joueur de poker quand j'étais jeune, mais je n'étais pas assez bon pour que les gens ne sentent pas que je pensais en savoir plus qu'eux sur le sujet, ce qui a souvent été mal perçu. Maintenant, on me considère simplement comme un excentrique. Mais cela a été une période difficile à traverser. Mon conseil est donc d'apprendre à garder parfois vos bonnes idées bien au chaud. Un de mes collègues, également premier de sa classe à l'école de droit et ayant connu un grand succès dans la vie, a été clair auprès de la Cour suprême. Il avait beaucoup de connaissances et avait tendance à le montrer en tant que jeune avocat. Un jour, le partenaire senior pour lequel il travaillait l'a convoqué et lui a dit : « Écoute, Chuck, je veux t'expliquer quelque chose. Ta responsabilité, en toutes circonstances, est de te comporter de telle manière que le client pense être la personne la plus intelligente du monde. Et toute l'énergie ou l'intuition que tu pourrais avoir par la suite, utilise-la pour faire en sorte que ton partenaire senior ait l'air d'être la personne la plus intelligente du monde. Ce n'est qu'après avoir satisfait à ces deux obligations que tu peux laisser briller ta lumière. » Eh bien, cela pouvait être un très bon conseil pour gravir les échelons dans une grande entreprise. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai toujours obéi à ma nature, même si cela déplaisait à certains. Je n'avais pas besoin d'être adoré par tout le monde. Une autre idée, et au passage, lorsque je parle de cette attitude multidisciplinaire, je suis en réalité en train de suivre une idée clé du plus grand avocat de l'Antiquité, Marcus Tullius Cicéron. Cicéron est célèbre pour avoir dit qu'un homme qui ne sait pas ce qui s'est passé avant sa naissance traverse la vie comme un enfant. Eh bien, c'est une idée très juste de Cicéron, et il a raison de ridiculiser quelqu'un d'aussi insensé. Mais si l'on généralise Cicéron, comme je pense que l'on devrait le faire, il y a toutes ces autres choses que vous devriez connaître en plus de l'histoire. Et ces autres choses, ce sont les grandes idées de toutes les autres disciplines.
Il ne suffit pas de les connaître suffisamment pour pouvoir les répéter lors d'un examen et obtenir un A. Vous devez apprendre ces choses de manière à ce qu'elles forment une trame mentale dans votre esprit, afin de les utiliser automatiquement pour le reste de votre vie. Si vous y parvenez, je vous promets solennellement qu'un jour, vous marcherez dans la rue, regarderez à droite et à gauche et penserez: Mon Dieu, je fais maintenant partie des personnes les plus compétentes de ma génération. Si vous ne le faites pas, beaucoup des plus brillants d'entre vous vivront dans la moyenne ou dans la superficialité. Une autre idée que j'ai retenue est encapsulée par cette histoire que le doyen a racontée à propos de l'homme qui voulait savoir où il allait mourir et qui refusait d'aller dans cette direction. Ce rustre, qui avait cette idée, détenait une vérité profonde. La manière dont fonctionnent les systèmes adaptatifs complexes et les constructions mentales fait que les problèmes deviennent souvent plus faciles à résoudre. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont généralement plus simples à résoudre si vous inversez votre perspective. En d'autres termes, si vous voulez aider l'Inde, la question que vous devez vous poser n'est pas comment puis-je aider l'Inde, mais qu'est-ce qui cause le plus de dommages en Inde? Qu'est-ce qui engendre automatiquement le plus de dégâts et comment puis-je l'éviter? Vous pourriez penser que ces deux questions sont logiquement les mêmes, ce n'est pas le cas. Ceux d'entre vous qui maîtrisent l'algèbre savent que l'inversion peut souvent résoudre des problèmes que rien d'autre ne peut régler. Et dans la vie, à moins d'être plus doué qu'Einstein, l'inversion vous aidera à résoudre des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre autrement. Permettez-moi d'utiliser un peu d'inversion maintenant. Qu'est-ce qui va vraiment nous faire échouer dans la vie? Qu'est-ce que nous voulons éviter? La réponse est facile: la paresse et l'irresponsabilité. Si vous êtes peu fiable, peu importe vos vertus, vous allez vous effondrer immédiatement. Ainsi, faire ce à quoi vous vous êtes fidèlement engagé devrait être une partie automatique de votre conduite. Vous voulez éviter la paresse et l'irresponsabilité. Une autre chose que je pense qu'il faut éviter, c'est l'idéologie extrêmement intense, car cela embrouille l'esprit. Vous l'avez vu, et vous en voyez beaucoup, par exemple chez les prédicateurs à la télévision. Chacun a ses idées sur la théologie, et beaucoup d'entre eux ont des esprits embrouillés. Cela peut aussi se produire avec l'idéologie politique. Si vous êtes jeune, il est facile de glisser vers des loyautés. Et lorsque vous annoncez que vous êtes un membre loyal et que vous commencez à crier l'idéologie orthodoxe, ce que vous faites, c'est l'enfoncer, et vous ruinez progressivement votre esprit. Vous devez donc être très très prudent avec cette idéologie que je vous présente. C'est un grand danger. Dans mon esprit, j'ai un petit exemple que j'utilise chaque fois que je pense à l'idéologie. Ce sont les canoëistes scandinaves qui ont réussi à apprivoiser tous les rapides de Scandinavie et qui ont pensé s'attaquer aux tourbillons des rivières et rapides ici aux États-Unis. Le taux de mortalité était de 100%. Un grand tourbillon n'est pas quelque chose dans lequel vous voulez entrer. Je pense qu'il en va de même pour une idéologie vraiment profonde. J'ai ce que j'appelle une prescription de fer qui m'aide à rester lucide lorsque je suis naturellement enclin à préférer une idéologie à une autre. Je me dis que je n'ai pas le droit d'avoir une opinion sur ce sujet, à moins que je puisse présenter les arguments contre ma position mieux que ceux qui soutiennent cette position. Ce n'est que lorsque j'ai atteint cet état que je suis qualifié pour parler. Vous pouvez dire que c'est une discipline trop stricte. Ce n'est pas trop strict. Ce n'est même pas si difficile à faire. Cela ressemble beaucoup à la déclaration de Ferdinand le Grand. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour persévérer. Cela est probablement trop difficile pour la plupart des gens. Je ne pense pas que ce soit trop difficile pour moi, mais c'est trop difficile pour la plupart des gens. Mais cette question de ne pas dériver vers une idéologie extrême est très très importante dans la vie.
Si vous voulez avoir une connaissance plus correcte et être plus sage que les autres, une idéologie rigide est vraiment susceptible de vous nuire. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura d'ailleurs la deuxième partie de cette vidéo le mois prochain. Et si comme moi vous appréciez Charlie Munger, vous pouvez vous procurer le livre Charlie Munger, l'investisseur avisé, qui vous aidera à obtenir ces fameux modèles mentaux qui ont permis à Charlie Munger d'avoir une telle réussite durant sa vie.